Bonjour! Mon Dieu, c'est fort! OK. Wouh! Merci de vous être déplacés. Enchantée, je m'appelle Karine Rosso. Je suis autrice. Est-ce que... Oui, ça marche. Vous m'entendez bien? OK, super. Très, très heureuse d'être avec vous. Avant de commencer, je veux quand même remercier le CRILC qui a organisé la table ronde, donc le Centre de recherche interdisciplinaire en littérature et lettres québécois. Je regarde Jésibel voir si l'acronyme est bien dit. Je veux remercier surtout Caroline Souffrant qui a vraiment organisé la table ronde, moi qui a vraiment participé à l'organisation, la coordination de tout ça, cette merveilleuse table ronde qui vise vraiment à explorer, à discuter des enjeux spécifiques de la publication alternative pour les communautés féministes et minorisées par le genre. Je sais qu'il y a quelques années, on avait essayé de travailler à inclure des données sur l'édition alternative quand je travaillais à l'UNEC, puis qu'on essayait de documenter un peu la discrimination de genre à l'UNEC, puis on essayait d'avoir des données. C'était extrêmement difficile et c'est quelque chose que j'ai vu pendant les 4 années aussi où j'ai passé comme libraire à la librairie Le Guélion. Je voyais plusieurs personnes apporter des fanzines, des livres auto-édités, etc. Donc, j'ai pu côtoyer différentes communautés, puis j'ai vu aussi les différentes réalités à l'intérieur des communautés. J'ai très, très hâte de vous entendre sur ces différentes communautés. Je vais vous présenter mes invités, en commençant par Julie Delporte, qui est autrice au bout de la table, artiste multidisciplinaire à qui on doit plusieurs romans graphiques publiés aux éditions Powwow, dont... Pow, pow. Ah, c'est moi qui j'ai dit pow, wow. Ça fait 2 fois que je dis ça. Je pense que j'ai dit ça derrière aussi. Ah, je suis désolée. Bon, pow. Donc, Journal, moi aussi, je voulais l'emporter. Son plus récent, Corps vivante. Julie a également fait paraître un album jeunesse, on s'en souvient, un livre de poèmes illustrés, des essais littéraires en revue, plusieurs aussi. Mais il lui arrive également d'explorer différentes techniques d'impression, donc sérigraphie, risographie, gravure, en créant des fanzines notamment. J'ai même déjà assisté, je le disais, à un atelier que tu donnais à l'époque dans un centre de femmes de Montréal. Donc, je sais que tu continues à donner des ateliers de zines, de fanzines. J'ai hâte que tu nous en parles. Bienvenue, Julie. On a aussi Judith Lefebvre qui... Ah là, tantôt, tu m'avais dit comment le prononcer. C'était comment? Zinster. Zinster est poète. Elle est aussi chroniqueuse pour le média en ligne Pivot et militante transféministe. Son approche s'appuie sur une pratique politique coalitionnelle et anti-oppressive, ancrée dans l'autonomie des luttes des groupes marginalisés. Elle recherche la prise en charge matérielle de la production culturelle comme pratique de libération. C'est ce qui l'a poussée d'abord vers le zine et l'auto-édition, puis la diffusion de l'écriture des personnes affectées par la transmisogynie à travers Agenda, une librairie en ligne qu'elle a récemment fondée, félicitations, et qui joue aussi le rôle de micro-éditeur. Donc, bienvenue, Judith. Et enfin, Marie-Paule Grimaldi, ici à ma droite, est poète, artiste de performance, animatrice, slammeuse et organisatrice d'événements poétiques. Elle publie L'âme crépuscule aux éditions Rodrigol en 2014 et collabore à de nombreuses revues. À l'automne 2015, elle publie des fanzines poétiques Fudosé, je pense que tu vas nous en parler tout à l'heure, voilà. Médiance, toujours avec Rodrigol, qui publie aussi en septembre 2016 Little Beast, à mi-chemin entre le livre d'art et la BD, une collaboration avec l'artiste Maritza Kim Sarah, signée sous son nom de plume Matt Jerry. Je sais, Marie-Paule, que tu travailles aussi auprès des personnes marginalisées, que c'est aussi beaucoup pour ça que tu as été invitée, mais que tu veux aussi nous parler du travail que tu fais de fanzine auprès de ces communautés. Donc, très hâte que tu nous en parles aussi. Puis la première question que j'avais envie de vous poser, peut-être la plus évidente, mais c'est comment vous êtes rentré dans le monde de l'édition alternative? Est-ce qu'on y rentre, parce qu'on a l'espèce de cliché comme quoi on y rentre souvent par dépit, parce qu'on n'a pas été accepté ailleurs. Est-ce que vous êtes rentré dans ce monde-là donc par dépit, par choix, par besoin, envie de faire communauté? Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord vers le zine? On me regarde. Tu brises la glace, Julie. Moi, les tout premiers, parce que je créais, mais je les ai pas ramenés les tout premiers, mais c'était des dessins que les maisons d'édition traditionnelles n'auraient pas
publié parce que c'était encore très amateur. C'était dessiné, je dessinais pas de la même manière. C'était court aussi, donc c'est vraiment pas par dépit dans le sens où personne. C'est pas des choses que j'ai présentées à des éditeurs qui ont été refusées. Pour moi, c'est vraiment une étape dans mon chemin d'artiste. Avec, à l'époque, je dois l'avouer, l'espoir que je devienne meilleure dans ce que je fais et que je puisse faire des livres dans des maisons d'édition. Après, c'est quelque chose que j'ai quand même continué une fois que j'ai publié mes premiers livres dans des maisons d'édition parce que c'est un format qui est différent pour moi des livres qui sont plus longs. Donc, ça permet de faire quelque chose rapidement, ça permet de faire des choses dans des formats différents. Là, j'en ai ramené un qui est avec une couverture qu'on peut déplier. Ça permet d'utiliser des techniques comme la sérigraphie ou la risographie qui sont magnifiques et que les éditeurs traditionnels n'utilisent pas en général, ou en tout cas... Au Québec, j'en connais pas. Parce qu'elles sont coûteuses, normalement. C'est ça reste... Si des éditeurs le font, ça va être des éditeurs alternatifs. Donc, c'est pas mal ça. Et aussi, on est libre. Il n'y a personne qui nous dit quoi faire quand on fait d'usine. Ah, intéressant. Donc, au niveau de la brièveté, au niveau de la liberté, tu gagnais quelque chose. Judith, Marie-Paul, est-ce que ça s'est présenté de la même façon pour vous? Pardon. En fait, c'est drôle parce que moi, en fait, à la base, mon introduction aux zines, c'est genre autour de 2015. Puis c'était la gang de l'Antécrise. Fait que mon rapport aux zines, il est comme... C'est pas pour rien que je fais des zines... Excusez. C'est pas pour rien que je fais des zines collées. C'est pas pour rien que je fais des zines brochées. C'est que pour moi, il y a comme cette espèce d'intensité-là qui est comme... Pour les gens qui savent pas, l'Antécrise, ça a été un collectif qui a comme... semé la terreur dans le milieu d'usine pendant quelques années, pendant quelques éditions de l'Exposine. Donc voilà, autour de 2013 à 2015, 2016, dans ces eaux-là. Puis à l'époque, j'avais donc publié un recueil de collages avec eux autres. Puis ma pratique de Zinster, après ça, a juste complètement cessé. Puis j'y suis revenu, en fait, récemment, au moment où on a fondé notre collectif transféministe qui s'appelle les Traps, avec Margot. Puis, donc, quand on a fondé ça, on a reçu beaucoup de critiques, en fait, sur le nom qu'on avait utilisé, qui était Traps. Évidemment, pour les gens qui ne savent pas, c'est une insulte qui est née dans les milieux en ligne, qui est adressée aux femmes trans, qui les cadre, en fait, comme des pièges. Donc, notre présentation de genre serait un piège pour leurrer des hommes et finalement, grosso modo, des agresser sexuellement. Là. Parce qu'ils ne consentent pas à ça. Peu importe. Mon point, c'est juste qu'il y avait beaucoup de critiques sur l'usage subversif, finalement, d'une insulte. Et j'ai voulu répondre de façon... Parce que, comment dire, c'est que cette critique-là venait d'un discours très, très, très en ligne. Et c'est un énorme problème dans la communauté trans. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne socialisent qu'en ligne. Et ça fait en sorte qu'ils développent des rapports très, très... comment dire abstraits à des réalités qui sont liées à nos vies, etc. Tu sais, ce qui fait en sorte que moi, je voulais confronter cette façon-là de se répondre dans des commentaires interminables, dans des walls of text sur Reddit ou je ne sais trop, pour aller vers une façon de réfléchir puis d'engager qui est plus lente, qui permet justement cette réflexion-là, qui permet d'avoir comme un dialogue qui n'est pas juste comme de la pure réactivité puis de l'émotivité, même s'il y en a énormément là-dedans. Mais voilà, c'était un peu ça le contexte. Fait que c'est vraiment en tant que... ça fait vraiment partie d'un projet politique qui est en émergence à ce moment-là. C'est vraiment pour ça que j'y suis retourné. J'adore que tu insistes sur les origines très politiques aussi du fanzine, là, parce qu'on a tendance à inciter beaucoup sur toutes les possibilités artistiques d'usine, mais il y a aussi une histoire très politique, là, la brochure, brochée, etc. Marie-Paul? Oui, pour moi, je pense que ça a été plus l'urgence, l'envie de faire, l'envie de prendre sa place, en fait. Je pense que j'écris... écrire, pour moi, c'est ma manière d'exister dans le monde. Donc, je voulais que ça se concrétise et ça a toujours été vécu à travers des collectifs. En fait, ça a commencé au Cégep du Vieux-Montréal. On était la gang de création littéraire, première cohorte à l'époque. Puis, il fallait qu'on se publie, il fallait qu'on prenne notre place. Et on passait beaucoup par la scène. On était dans la parole performée, on était dans l'oralité. Puis ça, c'est
avant que le slam arrive au Québec, là. Fait qu'on ne se reconnaissait pas dans le milieu littéraire tel qu'il était. On avait le goût de le rendre vivant. Puis on a passé aussi par des publications qui démocratisaient beaucoup l'écriture, la littérature, qui la rendaient accessible, qui jouaient sur l'indocilité, sur les niaiseries, sur l'ironie aussi. Puis après ça, quand je me suis mise à travailler avec des femmes de la rue, en fait, bien, je sais pas, pour moi, l'écriture, ça a toujours été aussi la publication alternative. C'est une manière de faire des collectifs, de rassembler, puis de porter d'autres voix aussi que la mienne. Donc, je suis arrivée avec ma pratique de « let's do it », on le fait, puis on fait des publications. Puis là, mais je me retrouvais dans une maison d'hébergement à Passage, une maison d'hébergement de première ligne pour les femmes 18-30 ans. Puis donc, je donnais les ateliers d'écriture, puis je me suis mise tout de suite à leur proposer qu'à chaque fin de trimestre, de session qu'on faisait ensemble, de faire des petites publications maison. Ça a amené ensuite vers des livres qui ont été publiés comme un vrai livre, là, mais beau comme des vrais livres, comme ça, par exemple, en collaboration avec Planète Rebelle à l'époque, mais qui ont été faits par des chemins complètement indépendants de l'investissement privé, beaucoup plus vus comme d'une manière comme une direction artistique plus qu'une ligne éditoriale, disons. Et puis donc, voilà, j'ai travaillé beaucoup. Pour moi, c'était ça. Puis après, bien, j'ai collaboré pour mes publications avec Rodrigol, qui est une maison indépendante, alternative, qui était tout à fait dans le même esprit, puis qui a compris tout de suite ce que je faisais, puis qui était prêt à porter mon projet, mes idées, puis ma voix plus personnelle. Mais c'est intéressant, là, vos différents parcours. On voit aussi que ça a permis différents types de discours, de visibiliser certains types de discours. Comment l'édition alternative vous permet de remettre en question et de déconstruire les rôles de genre, selon vous? Parce que la table ronde tourne autour quand même de la diversité sexuelle, des normes de genre. J'ai l'impression qu'elle permet une liberté. Le fanzine permet une liberté en regard des normes de genre, mais je me trompe peut-être. Est-ce que c'est une voie, ça permet de démocratiser des voix, on l'a bien compris, mais aussi d'exposer, de diversifier les voix selon vous? Ah, mais j'ai pas une réponse très... Je pense que ça... Je l'ai oublié, ma réponse. Je pense que ça permet surtout de dire des choses que... On parlait de marge et du centre, on va en reparler, le centre ne veut pas encore entendre. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait plein de livres féministes. Maintenant, on est capable... Le centre est à peu près capable de les entendre. Encore que j'imagine que parfois, ça doit bloquer. C'est pas sûr que ça l'était avant, moi aussi, à 10 ans. Puis maintenant, ça va être d'autres questions. Je te laisse parler là-dessus. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que j'en parlais tantôt rapidement, puis je suis juste comme, tu sais, c'est tellement pas mon champ d'action politique, tu sais, la lutte contre les stéréotypes de genre, quoi que ça, c'est vraiment pas mon lieu. Moi, je suis dans l'organisation politique matérielle. Fait que moi, la catégorie femme, c'est une catégorie d'organisation politique. C'est une capacité d'action politique. Puis donc, tous les enjeux culturels me concernent moins, peut-être, à part sur des enjeux strictement transféministes. Puis c'est là que c'est intéressant. On parle de centre versus la marge. Je trouve ça full intéressant parce que tu dis, par exemple, le centre est un peu plus capable d'entendre ce que tu apportes, tu sais, ou ce que tu as apporté à l'époque. Pas forcément tout, mais en tout cas... Mais c'est drôle parce que moi, le centre auquel je m'adresse, en fait, c'est beaucoup le white feminism, en réalité. Beaucoup plus que le centre institutionnel, ou etc. Parce que la violence que je vis, la violence transmisogyne que je vis, que les gens proches de moi vivent, ils les vivent principalement par des femmes cis, dans les milieux féministes, dans les milieux queer, ou les personnes affables en général, parce qu'il y a énormément de transmisogynie. Puis c'est un concept qui, en soi, est tellement mal conceptualisé encore à ce jour parce qu'on n'a pas d'espace pour discuter, pour réfléchir, pour développer une théorie féministe qui nous prenne comme centre, comme sujet politique principal. Parce que c'est ça le truc, c'est comme le féminisme a réfléchi la question des personnes trans de façon externe jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est toujours, on veut inclure. Puis comment on peut faire pour inclure? Puis on va se poser des questions. Ça ne repose pas la question de renverser le rapport de pouvoir. Ça conserve le pouvoir entre les mêmes personnes. Puis ça leur donne le droit d'inclure ou pas. Puis moi, c'est ça que je conteste. Puis d'ailleurs, c'est ma bibliographie que j'ai publiée. Il y a un petit appareil critique qui l'accompagne. Puis, tu
tu sais, c'est quelque chose que je pointe, tu sais, le fait est que la tradition politique de laquelle je me revendique, c'est une tradition politique qui n'a eu que très, très, très peu de légitimité dans les milieux féministes et dans le milieu académique. Ce qui fait en sorte que c'est une écriture, justement, de Zinster. Tu sais, je veux dire, mon document, tu sais, le document fondateur, disons, celui dont je me revendique tout le temps, c'est le Transfeminist Manifesto, c'est Mikoyama 2001, et ça, c'est un zine. Le Transfeminist Manifesto, à la base, c'est un zine. Mikoyama revenait de Camp Trans, a vu, tu sais, bon, la marde qu'il y avait là-bas, parce que c'est rough, Camp Trans aussi. Genre, c'est que, pour la petite histoire, Camp Trans, c'était une contestation, c'était une occupation, dans le fond, d'un festival féministe trans exclusif. Puis donc, à chaque année, il y avait ce campement-là qui était établi pour contester la politique d'exclusion des femmes trans. Puis c'est un mouvement qui a eu beaucoup, beaucoup d'importance puis, dans la communauté trans. Puis c'est entre autres, ça a donné lieu justement aux zines. Mais c'est ça, tu regardes, tu sais, moi, tu le vois aussi, c'est à travers ma bibliographie ou même les claptraps, les références que j'utilise, c'est des références d'archives, c'est des références de zines, etc. C'est très, très rare que je suis capable de citer de la théorie féministe au sens strict parce qu'il n'y en a pas. Pas qu'ils nous prennent comme centre politique, comme centre, comme sujet politique principal. Puis c'est vraiment là que moi je me place. C'est pour ça que comme je me place dans une drôle de situation parce qu'en réalité, si mettons, ces zines-là, je les ai proposées à Le Guillion, là, puis ils veulent pas les distribuer. Là. Parce que, c'est que, en partant, je veux dire, le choix du zine, le choix de l'édition alternative, puis ça vient pas d'un simple désir de marginalité, etc. Ça vient d'un désir de défoncer des portes contre les gens qui, comme... sont violentes contre nous. Puis je pense, je dis violente au sens, je l'utilise au féminin. Là. Marie-Paul? Oui, moi, j'amène ça ailleurs parce que, dans le fond, les livres, les publications que j'ai faites ont été créées dans des espaces d'ateliers, dans des espaces de réflexion, des espaces collectifs que j'ai voulu aussi d'être des espaces de liberté, des espaces de beauté aussi, des espaces où les personnes présentes pouvaient vraiment respirer telles qu'elles étaient. Puis, en fait, peut-être que la manière dont on revisite aussi des choses, c'est, mettons, avec cette publication, ça, c'est Pritzella. Ça a été fait en prison, à la Maison Tanguay. On est rentré là avec l'organisme Stella, qui est en soutien aux travailleuses du sexe, et donc pour faire de la prévention sur l'hépatite C. Et on s'est servi donc de dire on allait créer des leaders en prévention de l'hépatite C dans la prison. Mais nous, on a fait des ateliers de création puis d'écriture où les femmes aussi pouvaient s'exprimer librement, à la fois sur leur réalité d'être criminalisées, de vivre avec l'hépatite C, de vivre avec la consommation, des risques, mais aussi on a fait un horoscope, on a parlé mode, on a parlé on a fait un pastiche d'un magazine féminin à notre manière qu'on a renversé un peu à travers ça. Ça fait que c'est un livre qui était beau. Les femmes ont été vraiment fières aussi de voir porter, puis qui nous sort complètement là, de préjugés de base, de victimisation. Les publications avec les personnes marginalisées, des personnes en difficulté, c'est souvent pour appeler à la charité. Puis là, moi, je suis pas du tout dans une œuvre de charité quand je vais là. Je suis dans une œuvre d'inclusion, de vivre ensemble, de solidarité totale, je me reconnais, mon parcours vient de là aussi, on partage quelque chose. Donc, j'appelle pas à la bonté des gens. J'appelle pas à leur dire faites-leur une petite place. C'est comme on est là, on existe, puis voilà tel qu'on est. Puis on va le faire sans gêne aussi, puis on va le faire en enchaînant, on va le faire avec style aussi. Puis donc, pour moi, la démarche artistique, elle permet tout ça. C'est vraiment des espaces où on est compressé tout le temps dans une société qui fait violence, qui veut invisibiliser aussi ces personnes-là, où les femmes s'invisibilisent aussi quand elles sont dans la rue pour pouvoir survivre. Pour pas montrer qu'elles sont en détresse, justement. Puis soudainement, ben ça, c'est des espaces où l'être au complet, leur esprit, leur cœur, leur corps peut se déployer puis exister dans ces moments-là. En tout cas, c'est ce que j'essayais de créer avec elles.
Je suis contente que tu nommes la démarche artistique parce que j'avais envie de vous questionner sur justement le pouvoir de la création dans la lutte pour l'égalité, la visibilité. J'ai l'impression que l'édition alternative ou les récits issus de l'édition alternative renforcent la lutte pour l'égalité des genres, mais aussi la diversité sexuelle, la visibilité des minorités sexuelles. Est-ce que c'est le cas selon vous? Quelle est la force, autrement dit, de la création à travers tout ça, dans ce que vous faites? Dans ce que vous faites avec les autres, dans votre propre démarche de zine? J'ai eu un petit déficit d'attention sur la question. Mais c'est parce qu'en même temps, je te regarde toujours, Julie, puis je me dis pourquoi c'est toujours Julie la première qui répond? En fait, c'est moi qui tiens le micro. Oui, c'est ça. Vas-y, Judith. Sur le pouvoir de la création dans la lutte puis dans la création de fanzine. En fait, c'est super intéressant parce que, tu sais, moi, justement, j'ai parti ma librairie récemment et on édite aussi, tu sais, Byzine. Byzine, qui est le zine collectif qu'on produit justement avec notre collectif transféministe, qui est comme un travail absolument exceptionnel. Encore une fois, Margot, merci beaucoup. Travail exceptionnel de design, là, c'est un bel objet, ça n'a pas de bon sens. C'est beau. C'est imprimé offset, là, ça nous a coûté une fortune, c'est malade. C'est un bel objet. Puis, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, tu sais, j'ai parti ma librairie en partie, puis c'est vraiment pas principalement pour promouvoir de la non-fiction. Je considère que, surtout en ce moment, historiquement, disons, historiquement, mon Dieu, ça fait 10 ans. Depuis 10 ans, aux États-Unis en particulier, il y a eu une scène littéraire transféminine extrêmement vivante, qui a été faite autour de Topside Press. Il y a eu Nevada, Casey Plett, Tori Peters, etc. Donc, comme toutes ces autrices-là qui ont connu quand même beaucoup de succès, viennent justement de la scène américaine et dans leur façon d'engager la façon d'écrire, etc., c'est une parole tellement libératrice. Nevada, tu peux pas lire ça puis pas être changé, là. Comme femme trans, c'est comme tu lis ça, puis comme je le dis souvent, dans Nevada, le geste d'écrire ne s'oublie pas, parce qu'à chaque fois que tu lis une phrase, tu dis « Voyons qu'on peut dire ça. Voyons qu'on peut dire ça. » On a le droit de parler de ça, nous autres. C'est toutes des choses, c'est de la façon dont il y a tellement... On est tellement dans une ère où l'identité, surtout dans les milieux LGBT ou surtout dans le discours sur le genre, etc., on parle tellement d'identité, puis d'identité, puis d'identité, puis d'identité, puis c'est comme si c'était quelque chose qui venait dans le dessous, là, puis qui était comme... Mais l'identité, c'est relationnel aussi, tu sais. Puis relationnel, pas juste avec les gens qui nous entourent, mais aussi avec un matériel culturel, tu sais, avec les matériaux sociaux et culturels dans lesquels on évolue, tu sais. Puis pour moi, je vois plus de potentiel politique dans l'identification que dans l'identité. Puis c'est d'où le pouvoir énorme de la littérature, en fait, de la littérature transféminine dans ce qui me concerne, pour avancer ce discours-là pour l'égalité, tu sais. Mais c'est intéressant parce que tu disais, on investit beaucoup, les communautés investissent beaucoup la non-fiction, mais il y aurait donc un pouvoir, selon toi, dans la fiction, dans la création, dans l'imaginaire, là. Je pense sincèrement qu'il y a plus de pouvoir dans la fiction que dans la non-fiction parce que, justement, il y a ce facteur-là où tu es capable de t'identifier. Tu sais, il y a vraiment ce rapport-là, plutôt que de la représentation, là, vraiment de l'identification. Parce que, comme, je lis Tori Peters, puis je peux pas juste être... Il y a tellement d'aspects... Tu sais, c'est comme, je suis pas ces personnages, mais il y a tellement d'aspects de leur vie qui viennent me chercher, qui me rappellent. Tu sais, puis comme, des affaires que j'aime pas non plus, tu sais, c'est la littérature des femmes. Quoi dire? Ouais. Ça nous libère parce que ça nous permet de voir des choses. Enfin, on est tellement isolés comme femmes trans. Puis tout le discours auquel on est exposé, c'est toujours juste le discours qui est produit depuis 100 ans par des médecins puis par des personnes cis. Je veux dire, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a jamais eu le contrôle sur les moyens de production culturelle. Fait que c'est une vengeance. Là. C'est comme en ce moment, là, on commence à exister. Là. Ça fait 100 ans qu'on parle de nous. Là. On commence à parler pour nous autres. Là. Marie-Paul, tu disais aussi que le pouvoir de la création, tu l'avais vu auprès des personnes marginalisées dans le fait d'exister, mais de pouvoir aussi d'être fier d'un objet, d'être fier de la matérialité aussi du fanzine. Dans le pouvoir aussi d'être reconnu dans leur imaginaire, pour leur génie aussi, en un sens. Je veux dire, il y a ces analyses-là de société où on nous dit que dans le fond, les pires criminels ou les marginalisés, puis les artistes, c'est un peu des outcasts aussi. Sauf que les artistes ont réussi, ils ont comme une reconnaissance par la société, mais peut-être que je pense qu'aussi, en permettant les personnes d'investir leur imaginaire, d'exister, puis de leur dire, justement, de complètement... je te vois pas
oui, on est là, on est dans une maison d'hébergement, on est dans une prison, donc on ne va pas l'oublier, on n'en fera pas fi. Mais au-delà de ça, qu'as-tu à dire, toi, en tant que personne? Qu'est-ce que tu as à dire sur la vie, sur ta sensibilité? As-tu envie d'inventer un monde, d'être totalement ailleurs? Puis là, c'est ça la liberté, en fait. Aussi de reconnaître la personne dans la force de son imaginaire, puis de sa créativité, puis lui dire c'est valable. Puis on est monté des fois sur scène, puis tout ça, puis ça a été des moments tellement forts, les lancements. C'est des moments qui deviennent presque qui ont pu devenir tragiques même par moments aussi, parce que ce fait de faire ce pas-là en avant pour dire je suis ensemble puis je fais partie de la société à travers un objet artistique, même quand il est fait en marge, c'est difficile pour certaines personnes aussi qui vont craquer juste avant que ça arrive. Ça a créé comme des grandes fiertés, mais aussi des tragédies à certains moments. Ouais. Julie, tu disais tout à l'heure qu'il y a certaines pratiques artistiques, parce qu'elles sont plus coûteuses, parce qu'elles représentent un risque pour des maisons d'édition, que tu avais pu explorer à travers l'édition alternative. Fait que quand on parle du pouvoir de la création à l'intérieur d'usines, j'ai l'impression que dans ta pratique, il y a quelque chose qui se joue aussi. Oui, je vous écoute, puis j'essaye de... Je suis comme de moins en moins à l'aise à l'oral dans ma vie. Fait que là, j'ai plein d'idées et c'est le sujet qui m'intéresse le plus au monde et j'arrive pas à vous faire des phrases. Mais en gros, le pouvoir de la création, mais oui, là, tout le monde est artiste. Qui décide qu'un dessin... Moi, je fais du dessin. Qui décide qu'un dessin est publiable? Qui décide qu'un dessin est pas publiable? Qu'il est beau? Qu'il est pas beau? Genre, fuck you. Dessinez. Et si vous voulez partager ça, faites des zines, parce que fuck les éditeurs, sérieux. J'aime beaucoup mon éditeur, mais... Pau, pau. Mais oui, le pouvoir de la création, puis tu sais, les gens, ils font des hiérarchies entre l'art-thérapie puis l'art. Non, c'est la même chose, sérieux. Il y a quel artiste qui ferait pas ça si c'était pas de l'art-thérapie? Puis moi, parce que je parle de psychologie, puis de moi, puis de problèmes que j'ai surmontés par l'art, j'ai souvent l'impression qu'on me met dans une case un peu art de... Je sais pas, c'est pas exactement de développement personnel, c'est pas ça, mais tu sais, comme les gens qui parlent au jeu, c'est pas moi qu'on va inviter à écrire dans les grands journaux, ou, quoique, tu sais, encore que je vais reconnaître que ça va, tu sais, les gens me connaissent. Mais voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et puis, je viens d'un milieu où il n'y a pas d'artistes dans ma famille, zéro artiste dans la famille, même pas dans les petites ramifications. Puis ça m'a pris vraiment, vraiment du temps pour me dire que j'avais le droit d'écrire des trucs, de les partager. Et puis ça a le droit d'être mauvais au début, on s'en fout. C'est super intéressant ce que tu dis, puis je rebondis. Moi, ces expériences-là ont transformé ma vision de l'art. En même temps, tu sais, je vais te dire, tu sais, moi, j'écris, c'est mon métier. Quand tu dis tout le monde est artiste, oui. En même temps, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, mais ça a vraiment changé ma vision de à quoi ça sert la créativité dans nos vies, à quoi ça sert l'art. Est-ce que ça sert à faire un salon du livre pour qu'il y ait plein de gens qui achètent, qui vendent, qui s'enrichissent? Je veux dire, j'ai besoin de gagner ma vie aussi en tant qu'artiste, mais j'ai l'impression que le rôle de l'art a été comme mal saisi dans l'existence humaine, là. Qu'on en a fait une manière de faire de l'argent, une manière d'avoir du pouvoir symbolique aussi, d'aller chercher de la gloire, d'aller chercher de l'intérêt, puis c'est peut-être juste pas à ça que ça sert. T'sais. C'est comme si on avait inventé la roue, puis on n'avait pas encore compris que ça servait à se transporter. T'sais. Puis l'art nous transforme, puis c'est ça, on l'utilise, mais peut-être pas encore. Puis moi, dans ces expériences-là, parce que oui, j'ai vu du génie, j'ai vu de la créativité, j'ai vu de la beauté, où on s'y attendait pas, où moi, je pouvais la voir. Puis c'est vraiment ça, comme allez-y, puis attendez pas que les choses se passent. Là. Puis là, on est au Salon du Livre, il y a quand même vraiment juste plein de belles propositions partout. Le week-end prochain, ça va être Exposine, ça va juste être malade de propositions alternatives et indépendantes. Ça donne le tournis de voir tout ça, puis c'est fort, mais c'est ça. À quoi ça sert tout ça? À lancer des messages, à être ensemble, à communiquer, à se reconnaître. Super intéressant. Oui. Je rajouterais un point là-dessus parce que la question de l'argent, moi, je ne veux pas l'acheter au vidange. Elle est vraiment importante.
ces zines-là ici, là, ils ont tous servi à un moment ou à un autre de leur vie à financer notre fonds d'aide mutuelle. Ces zines-là contribuent à sortir des filles de la marde. T'sais. C'est comme pour moi, je peux pas juste dire genre ah oui, on crée pour créer ou comme il y a une fonction, comme c'est comme je sais que c'est pas ça que tu veux dire là. Je sais que c'est pas ça que tu veux dire, mais justement comme en le reliant à en fait, je trouve ça juste intéressant parce que tu parles de la fonction de l'art, finalement, puis il y a comme cet aspect-là où, comme justement, dans notre cas, on va chercher de l'argent pour ça, mais est-ce que c'est pas la finalité? La finalité, c'est de créer cette communauté-là, de créer ce soutien-là. Fait que cette pratique-là, elle s'inscrit justement dans un pont, dans une volonté d'aller vers l'autre aussi, puis d'entretenir cette communauté-là. Même si ça peut aller jusque dans le fait de vendre du papier, tu sais. En même temps, je vous écoute, puis je me demande, puis bon, c'est peut-être un peu galvaudé comme question, mais c'est sûr qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, un danger de rester ou de demeurer dans la marge en continuant d'investir les éditions alternatives. Puis en même temps, est-ce qu'on doit toujours faire le chemin, hein, c'est ce qu'on disait, puis ce que tu allais aborder tout à l'heure, Julie, est-ce qu'on doit toujours faire le chemin de la marge au centre, là, comme dit Bellux? Est-ce que c'est toujours, ça doit toujours être le point de mire, ça doit toujours être l'objectif? D'un autre côté, je suis très sensible à vos deux questions. D'un côté, il y a de vrais, il y a de vrais besoins matériels. Ce ne sont pas que des besoins symboliques, même si les besoins symboliques, pour beaucoup de monde, représentent une reconnaissance qui n'auront pas autrement. Donc, quel est votre rapport entre la marge, le centre, par rapport à l'édition alternative? Moi, tu voulais parler? J'ai ramené des... ça, c'est un livre, mais c'est une réédition. À l'origine, c'était des fanzines. Puis ça, c'est un fanzine que j'ai chez moi. Puis c'est un exemple de deux livres qui ont vraiment changé ma vie, ou en tout cas qui ont apporté du contenu dans des concepts que je vivais sans que personne puisse mettre des mots dessus. Donc ça, c'est sur comment on fait pour avoir une sexualité quand on est une survivante, ou un survivant. Puis ça, c'est sur The Radical Possibility of Friendship. Puis mettons, là, je sais pas de quand il date, ce zine-là, mais moi, à l'époque, j'avais jamais lu de choses là-dessus. Et puis maintenant, c'est ça, il y a le livre de Camille Toffoli. Donc, c'est comme... je suis pas en train de dire que Camille Toffoli, qui a écrit S'engager en amitié, c'est pas non plus le centre, mais il y a quand même quelque chose de... Ces paroles-là, c'est dans le zine, puis c'est des choses qui m'aident à vivre personnellement. Puis tout d'un coup, ça arrive dans ce que j'ai appelé le centre, là, mais qui est comme les éditeurs distribués, la parole qu'on entend à la radio nationale. Pas les radios communautaires, peut-être que ça peut déjà comme être plus proche du zine, dans certains cas. Donc voilà, il y a une récupération où il y a quelque chose qui est déterré dans le zine, puis qui est ensuite accepté, mais d'abord il y a ce travail de jeter des idées. Doit-on toujours aspirer à ce que ces pensées-là deviennent mainstream? Ben non, mais tu as répondu de merveilleuse façon, mais c'est aussi la sous-question, je dirais. Dans ce cas-là, si c'est des paroles politiques qui sont faites pour que il y ait moins de violence, qu'il y ait moins de discrimination, etc. Oui, autant qu'elle remonte, qu'elle soit acceptée, toutes ces idées-là, puis que c'est ça. Mais après, sur la création, je sais pas. Tout à fait. J'aimais beaucoup ce que tu disais sur le fait que on se trompait. Dans l'art, on en a fait quelque chose de tu disais quoi, la reconnaissance de l'ego, le pouvoir social. Mais moi, faire de l'art aussi, ça vient d'un désir inassouvi de reconnaissance. Puis on s'entend que c'est pas forcément d'être célèbre, mais c'est reconnaissance de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai vécu, parce qu'on m'a pas vraiment écouté dans mon enfance, parce que personne comprenait rien de ce que je vivais. Puis oui, c'est ça. On veut aussi être reconnu, on veut être lu, on veut être entendu, on veut être quelqu'un. Mais on peut le faire avec parcimonie. Puis le zine, c'est déjà pas mal aussi. J'ai peut-être pas répondu à la question. Marie-Paul? Je vais les mélanger. Et puis, ça va dans le feu tantôt.
Bien, c'est juste que ce qui est intéressant, c'est peut-être de décloisonner aussi un peu. Aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a un public qui serait venu, qui va être là à Exposine le week-end prochain, mais on va chercher un petit peu plus de gens aussi. D'ouvrir cette parole-là, de créer des ponts, en fait, c'est aussi le rôle de l'art, en un sens. Donc ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est absolument ça qu'on veut? Non, pas nécessairement. Mais c'est le fun aussi quand ça traverse, puis quand ça touche d'autres personnes qui s'ouvrent à d'autres réalités. Je pense que l'art, c'est vraiment... Chaque œuvre d'art est un tiers espace qui a le potentiel de nous transformer individuellement, collectivement. Puis donc, plus il y a diffusion, plus ces espaces-là peuvent être accessibles à plein de monde, plus il y a ces possibilités de transformation. Oui, bien, en fait, c'est drôle parce que la question... parce qu'en ce moment, il y a effectivement une reconnaissance institutionnelle grandissante d'usine. Là, ça en est la preuve. Là, on ne serait pas ici sinon. Là. Je ne pensais pas être au Salon du Livre cette année. Toi plus, hein? Ben, oui, parce que mon éditeur est là-bas, mais c'est encore drôle. Je suis dans aucune autre... je suis 2 fois dans des tables rondes dans l'espace Zine, mais pas ailleurs. Ah ben Colin, une chance qu'on t'aime. Ouais. Mais c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que le pont peut se traverser plusieurs fois de part et d'autre. C'est-à-dire le fameux tiers-espace dont tu parles, Marie-Paul, je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'il n'y aurait peut-être pas une coupure puis une dichotomie entre le monde mainstream et l'édition alternative, mais qu'il y aurait des espaces partagés. C'est pas mal ça, en fait. Justement, d'un côté, il y a la légitimation du médium d'usine qui va amener toutes sortes de défis aussi. Comme cette année, par exemple, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ah, j'ai pas été accepté à l'Exposine, etc. » Est-ce qu'on est dû pour un off Exposine? Probablement. Parce que il y a des scènes qui ne sont plus représentées ou sont moins représentées ou plus difficilement représentées dans ces événements-là. Puis c'est dommage parce que c'est des scènes qui sont vraiment, vraiment importantes, qui initient beaucoup de réflexions, aussi souvent des scènes plus politiques. Ce genre de scènes-là, là, c'est des punks là, qui écrivent ça, là, tu sais. Puis c'est ces gens-là qui ont de moins en moins accès à ces espaces-là avec le fait qu'on gagne la légitimité. Donc, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas créer de l'exclusion dans des espaces qui se veulent radicalement libres. Mais de l'autre part, c'est certain qu'il y a une communication des deux. Puis je pense que ça fait longtemps. Je pense à Jimmy Beaulieu. Il était à chaque année à exposer avec sa table, puis il fait ses petits... D'ailleurs, il va faire un zine avec les illustrations de mon ex. Puis... achetez-le, elle est full cool, on l'aime. Rachel Sanson, she's very nice. Puis, donc, c'est ça. Jimmy Beaulieu, il fait ça. Il est lui-même éditeur. Il fait cet aller-retour-là parce qu'il a besoin de ce rapport-là, d'un, avec le public, mais aussi avec son objet. Puis, d'être capable de juste être comme, hey, moi, ça me tente juste de faire une petite patente que je trouve belle, que je trouve le fun, puis qui est juste le fun. Exposé, il y a du monde qui prépare ça 2 semaines à l'avance, là. Dans le gros rush à brocher des zines dégueulasses, mais qui vont trouver leur public, tu sais. Puis comme, je sais pas, j'aime que ça puisse se promener entre les deux, puis je pense qu'il va falloir faire vraiment attention au fur et à mesure qu'on gagne la légitimité pour pas créer de l'exclusion dans cette scène-là. Bien, justement, je voulais vous demander quels sont les obstacles, selon vous, ou les avantages là, auxquels sont confrontés les éditeurs alternatifs œuvrant dans le contexte des questions de genre et de sexualité. C'est-à-dire que, bon, on a parlé de la possibilité de passer, de peut-être devenir mainstream. Est-ce qu'il y a des obstacles, selon vous, spécifiques? Hein? Comment peuvent-ils, ces éditeurs-là, alternatifs, maximiser leur impact, leur portée? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite à chaque fois, d'après vous? J'ai vraiment des troubles de l'attention, je m'excuse. Avec le stress, c'est insupportable. Bien, c'est-à-dire que je rebondis sur ce que disait Judith. C'est-à-dire que là, on voit, puis je trouve ça intéressant. On va laisser la question de côté, là, peut-être, mais parce que je trouve ça intéressant, parce que moi, personnellement, le premier contact que j'ai eu avec le zine, c'est pas à l'Exposine, c'est au Salon du Livre anarchiste. C'est-à-dire que le premier contact que j'ai avec le zine, moi, comme ado, c'est le zine politique. Et c'est ensuite que j'apprends à connaître le zine, le zine artistique. Mais je me dis, est-ce qu'il y a
y a maintenant là, on voit qu'il y a Exposine et tout ça, qu'il y a de plus en plus d'échanges, est-ce qu'il y a quand même des obstacles qui sont systémiques ou des avantages à œuvrer dans l'édition alternative, mais au moment justement de commercialiser tout ça, est-ce qu'il y a des choses que vous percevez, des choses qui pourraient être améliorées, autrement dit? Il faut absolument, absolument, absolument investir la distribution. La distribution, en ce moment, c'est un problème monumental. C'est le nerf de la guerre. Il n'y a aucune distro à Montréal. Il n'y en a pas. Tu sais, il y a des librairies qui sont plus investies là-dedans. Mais c'est ça aussi, c'est qu'ayant pas de distro, aussi, on devient à la merci de certaines librairies. Tu sais, moi, je suis contente, je suis chanceuse. Mélanie et Julie ont pris mes zines en n'était pas l'été. Mais sinon, si je pouvais pas dropper ça à New Galleon, j'avais pas de public, moi, là. Tu sais? Fait que c'est comme, OK, tu sais, puis je vais-tu aller porter ça au port de tête? Veux-tu savoir ça au port de tête? Tandis que c'est une distro, tu sais, qui vient une fois de temps en temps faire une rotation, qui s'occupe des consignations, etc. Ce serait beaucoup plus facile pour les gens d'accéder à leur lectorat. Parce que c'est beaucoup ça l'enjeu. Puis notamment de répondre à la question justement de l'Exposine qui est rendue trop chargée. Il y a trop de monde. Ça marche plus. Ça marchera plus là, bientôt, là. Marie-Paul, quand tu travaillais avec les personnes marginalisées, quand tu produisais des zines et tout, est-ce qu'il était question d'une distribution? Est-ce que vous aspiriez à ça? Est-ce que, après, pour l'avoir déjà fait, là, moi, de prendre le char d'un ami, d'aller distribuer librairie par librairie, faire 3 heures de char pour aller à l'Exèdre, à Trois-Rivières, comment s'organise la distribution quand on travaille comme ça avec des communautés marginalisées, quand on a peu de moyens? Est-ce que... Bien, c'est assez compliqué, effectivement. Pour 2 livres avec Temps d'agir puis Passagère, on a travaillé en collaboration avec Planète Rebelle. Donc, en finançant derrière aussi. Mais ça soulève, dans les cas des collectifs, c'est très compliqué, en fait, parce que il y a cette idée, justement, qu'on va faire de l'argent avec des publications des personnes. Puis là, ces personnes-là se demandent, il est où mon chèque? Ben oui. À la fin de tout ça. Donc, la vente, en fait, est compliquée. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits. Prizella, c'était sûr que c'était un outil qui était distribué dans la rue, qui était donné au maximum. Puis après ça, ben, avec Planète Rebelle, on a eu une petite vie en librairie via leur distributeur officiel qui a facilité, mais en fait, c'est pas là que ce livre-là est intéressant. C'était dans les réseaux où on pouvait le passer. Donc, on en a donné beaucoup. Chaque femme qui avait participé recevait un nombre de copies. Donc, elle pouvait revendre à ce moment-là puis faire de l'argent directement aussi ou offrir. Donc, elle avait plusieurs copies d'autrices, finalement. Donc, mais c'est des enjeux compliqués aussi parce que voilà, ou sinon, ben, on se dit, ben, tous les fonds vont pour faire le prochain livre avec d'autres femmes. Puis là, ça finance une cause ou un objectif. Mais sinon, c'est des questions assez compliquées, effectivement. Julie, toi, tu travaillais pas toujours en collectif, tu travaillais, tu as créé plusieurs zines, plusieurs fanzines. Comment tu procédais pour la distribution? Est-ce que tu y allais toi-même dans les librairies? Est-ce que vous vous mettiez à plusieurs? Vous partagiez les tâches? Comment, est-ce que tu y pensais? Est-ce que c'était un enjeu? Est-ce que, au contraire, tu y pensais pas du tout? Oui, en fait, c'est beaucoup Exposine qui donnait un deadline et une envie de créer des choses. On prenait sa table et puis là, il n'y avait plus le choix, quoi. Fallait avoir quelque chose sur la table. Donc c'est ça. Après, la distribution, c'est plutôt les invendus d'Exposine. Donc on va voir quelle librairie. En bande dessinée, on avait Fichtre avant, il y a longtemps, qui était une librairie spécialisée en bande dessinée. Puis Drowning Quarterly aussi. Voilà, on a comme pas mal... en fait, en bande dessinée, qui est quand même mon milieu principal, le zine est vraiment mis de l'avant, important, etc. Donc, il y a souvent de la place pour ça, quelque part. Mais je te dirais que même pour Rodrigol, qui sont maintenant avec Dimédia quand même, mais ils ont envie, en tout cas, sont en réflexion à savoir s'ils continuent, parce que leur trip aussi de la vente, en fait, du contact avec le lectorat, il se fait en direct. Puis il y a aussi donc de l'idée d'avoir des tables de vente dans de l'événementiel
autour d'un concert, autour d'événements littéraires, puis là, de se dire, là, on est présent avec nos livres, puis c'est une présence, puis c'est un contact direct au marché de la poésie à Montréal, à Paris aussi, à Bruxelles, où ils vont de temps en temps aussi, mais parce qu'il y a un contact direct, puis il y a quelque chose de très beau, puis qui nous fait aimer la littérature plus que de remplir des fiches d'envoi au niveau de la distribution, d'être dans ce contact-là direct. Donc, c'est ça qu'Exposine a permis, mais il y a d'autres moyens aussi de faire, dans des événements, en fait, aussi, de faire de la vente directe, comme ça. Après, donc, des lectures, après des spectacles et tout. Oui, Judith? Bien, c'est ça. La vente en direct, c'est super important, honnêtement, parce que, justement, il y a cette médiation-là de l'objet aussi. C'est pas que... Je sais pas, moi, je trippe, là, des gens partant. Tu me mets derrière une table dans une foire, puis je suis folle raide, là. Non, oui, je suis intense. You know. Puis c'est ça, tu sais, il y a clairement un plaisir à ça, de un, c'est toi qui crées ton propre matériel, mais aussi le fait que la distribution traditionnelle, là, c'est pas une panacée, hein. C'est pour ça que moi, je serais comme distro, on s'organise entre nous autres, hein, parce que comme 10 médias, là, on en parle, là, mais moi, j'ai toujours pas... Tout ce qui est distribué par comment que ça s'appelle? Hobo Diffusion, là, ça rentre pas, là. Ça fait des mois que j'attends après ça, là. Tout de suite, matérialisme trans, là, ils tiennent pas. Très difficile pour avoir travaillé en revue aussi, parfois juste d'être pris par ces grands distributeurs, d'être accepté, d'être distribué par ces grands distributeurs aussi. J'ai envie de vous poser comme dernière question, quels sont, vous qui êtes des témoins privilégiés, là, quelles sont les tendances qui se dessinent d'après vous dans l'édition alternative? Est-ce que justement, on prend un virage plus politique? Est-ce qu'on y va vers vraiment la matérialité de l'objet? Est-ce qu'on investit la distribution? Quelles sont donc les grandes tendances? Qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous observez dans le monde de l'édition, dans la planète Zine, autrement dit, vous qui êtes à l'affût? Mais il doit y avoir des planètes Zine vraiment différentes aussi. Oui. Moi, par exemple, ce que j'ai connu récemment, je me suis retrouvée au festival de bande dessinée d'Angoulême. Puis il y a un off, donc il y a une sorte d'exposine bande dessinée d'Angoulême. Puis c'était que de la risographie. À peu près toutes les mêmes couleurs, vert, fluo, machin. Puis ça avait l'air de sortir de Concordia ou de... Puis là, il y avait comme vraiment une uniformité de style. Incroyable. Voilà, donc là, il faut comme creuser pour aller chercher des choses un peu différentes. Mais ça, c'est une chose, tu sais. Pas ailleurs. Mais honnêtement, pour vrai, la riso, c'est big, là. Les gens trippent, là. Les gens trippent, mais ça fait des vraiment belles couleurs aussi, il faut dire. Mais fait que les risos, c'est sûr. Mais moi, c'est drôle ça, parce que... c'est de la riso, juste, s'il y en a qui ne connaissent pas. C'est sûr que moi, dans mon milieu, c'est peut-être un petit peu différent. Tu sais, mettons, la scène à laquelle je m'intéresse. Clairement, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est que le milieu du zine, dans les milieux transfermes, c'est drôle parce que tu as comme les zines historiques, tu as les espèces de... comme les filles qui font plus du comic, mettons, tu sais, qui font vraiment de la BD. Mais après ça, c'est beaucoup lié. C'est très, très lié aux présences en ligne. Mais j'avais envie de te questionner personnellement là-dessus parce que tu disais aussi, excuse-moi, là, je creuse un peu la question, mais c'est parce que tu disais aussi que dans ta communauté se rassemblait beaucoup en ligne. Oui. Mais alors, pourquoi produire un objet matériel comme ça? Parce que, tu veux dire, tout ça pour être en ligne, avec des couleurs magnifiques, donc, il faut qu'on unplug, là. Je veux dire, les Chronically Online Transsexuals, là, ça commence à faire trop, là, genre. Non, c'est juste... Il y a un moment donné, il y a comme un niveau de déconnexion, pour vrai, dans la communauté à certains égards, là, puis comme c'est juste une nécessité pure, simple de juste comme revenir à quelque chose de concret puis de matériel, tu sais. Mais ce que disait Marie-Paul aussi, de se réunir autour d'événements, de lectures... Oui, c'est ça, clairement. Non, clairement. Mais tu vois, c'est ça. Mais c'est parce que, mettons, quand je parle le lien en ligne, c'est que, par exemple, tu sais, moi, récemment, j'ai fait venir des zines des États-Unis, tu sais. J'ai fait venir des artistes que j'aime, tu vois, des États-Unis, du reste du Canada, etc., tu sais. Mais comme... Ces personnes-là, je les connais justement par ces communautés en ligne-là. Je les connais parce que j'interagis avec ce contenu-là aussi. Souvent, c'est du shitposting, des meme accounts. C'est comme tout ce mélange, en fait, dans cette scène-là entre... tu sais, je veux dire, ce qui m'a poussé à écrire ça, c'est deux choses. C'est genre Maquillé de Daphné B. Mais oui, un essai magnifique. Il est cité bord en bord. J'ai une bibliographie à la fin, là, c'est dedans. Fait que c'est Maquillé. Qui est quand même
mainstream, là, je veux dire, Daphne. Exact. Mais l'autre affaire qui m'a inspiré au niveau de la forme puis au niveau du ton, etc., c'est Trans Girl Suicide Museum de Hannah Baer. Puis ça, c'est pas un zine, mais c'est genre... C'est un pur produit des collectivités trans en ligne. Ce livre-là a connu un succès culte. T'sais, il est devenu culte du jour au lendemain. Là. Il a été publié, puis du jour au lendemain, c'est un livre culte. Mais genre, il n'a jamais été distribué en librairie. Là. La seule place que tu peux l'acheter, c'est sur Amazon. J'essaie de le faire venir en ce moment, c'est l'enfer. Mais ouais. Fait que donc, il y a tout ce lien. Il y a un lien très, très fort quand même avec la culture en ligne. Puis donc, le choix du discours, le choix des médiums, etc., va être beaucoup influencé par ça. T'sais. Mais je pense que le trash, en général, le pas beau, etc., ça va tout revenir, ça s'en vient. Là. Marie-Paul, toi, est-ce que tu fais des zines de la même façon que tu le faisais il y a 10 ans? Est-ce que tu vois certaines tendances, certains matériaux, certains... Bien, je trouve qu'il y a comme une sophistication, que c'est de plus en plus des beaux objets. Il y a du monde qui donne vraiment beaucoup de soins. Ça va assez loin là, avec les pop-up de Géraldine aussi, là, que c'est vraiment des livres 3D. C'était complètement hallucinant. Puis, il y a toutes sortes de technologies vraiment accessibles. Puis oui, c'est bien, mais moi, j'aime ça, les petits fanzines trash. Puis je pense qu'on a besoin, dans l'abondance de livres, on a besoin de trouver des livres qui vont être comme des amis, qui nous accompagnent, avec qui on peut passer un temps, qu'on peut prendre un café avec eux autres, qu'on peut s'endormir, qu'on peut penser des choses intelligentes en lisant, être en colère, vivre ses émotions. Mais voilà que la publication, d'une manière ou d'une autre, faudrait qu'on trouve des livres comme on trouve des amis. Puis des fois, c'est nos amis punk qu'on aime, avec qui on est bien. Puis des fois, c'est des livres, je pense à Catharsis aussi, qui est un super beau livre. C'est magnifique, oui. Le collectif ça a Catharsis. changé, Non, mais il est vraiment beau. J'étais jury cette année-là à Exposine, puis je l'ai fait gagner. Puis, Mais c'est quoi exactement, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas? Tu dois connaître mieux. Ben, tu peux m'aider, mais c'est un collectif féministe, mais qui passe par toutes sortes d'affects, par une approche des plantes, par une approche de... je sais pas comment dire. C'est vraiment justement comme passer du temps avec un être avec ce livre-là. Il y a de la fiction dedans, il y a de la théorie, il y a des œuvres plus artistiques, conceptuelles, mais c'est vraiment chouette. Oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je l'ai vu, il est en vente ici, puis c'est vraiment un livre, il y a un livre qui est doux, qui est beau, qui est profond, qui est aussi léger par moments, puis ça, c'est... Mais il y a eu un soin dans ce livre-là qui est vraiment touchant, en fait. Ouais. Bien, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense que c'est un beau mot de la fin, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. J'aimerais peut-être demander d'applaudir les panélistes une dernière fois. On a passé une heure magnifique avec vous. On a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, les zines m'ont appris beaucoup de choses. Il y a plusieurs figures que j'ai découvertes, justement, que j'ai découvert avec les zines. Donc, merci. Et puis, pour les personnes qui veulent acheter des zines, qui veulent peut-être les faire signer par nos autoristes, ben voilà, on est là pour encore une demi-heure, je pense. Moi, je ne sais pas si je signerai parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie, mais je signe demain matin. OK. Mais je pense qu'il y a quand même il y a des zines qui sont là, puis il y a des distributions. Donc, merci encore. Excuse-moi. Mais non, on ne devait pas passer le micro dans le public. On n'a plus le temps. On a pris tout le temps du public. Est-ce qu'on prend des questions du public? Je regarde Jésibel. Ah oui, on ne m'avait pas prévenu qu'il y avait des questions du public, mais sinon, moi, j'ai des livres à donner. J'adore les questions. J'ai quelques exemplaires de Passagère, Voix de changement, donc qui a été fait. Il y a une question ici en arrière. Je vais passer un livre. Donc, c'est un livre CD qu'on a fait avec les femmes de la rue à la maison Passage. Il y a aussi des intervenantes, des employés de la maison, cuisinières, femmes de ménage qui ont participé à ça. Il y a un CD qui vient avec. On est allé en studio, on a enregistré. Des fois, c'est avec l'enregistreuse sur place. Et puis, c'est juste des jeunes femmes qui parlent de leur réalité sur toutes leurs facettes. Voilà. Ça a donné. Alors, on me dit qu'il y a du temps pour des questions du public. En même temps, je ne veux pas obliger personne à prendre la parole, mais si vous avez des questions, c'est le temps. Sur les zines, sur la façon peut-être de les produire, sur... Est-ce que vous aviez vu un intérêt ou vous m'avez juste lancé
Non, c'est parce que quelqu'un m'avait dit que c'était ce micro-là qui devait bouger. C'est une question qui aura peut-être, vous allez peut-être pas trouver de réponse, mais comme quand je suis venue, je pensais que ça serait comme au truc principal parce que je me suis dit que c'est quand même un sujet hyper important. On est vraiment beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. assis par terre, il y a des gens debout qui vous écoutent depuis 1 heure. Fait que le public est là, le public est prêt à recevoir toutes ces informations. Enfin, tout ça, on est prêt à recevoir tous ces zines et à les lire et à les garder chez nous. Et pourtant, il n'y a pas de maisons d'édition qui sont consacrées à ça. Et je ne comprends pas pourquoi et je ne comprends pas ce qu'il faut pour qu'on arrive à là. Donc, qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait une maison d'édition, je veux dire, mainstream qui accepte de produire des zines? Maison d'édition ou distribution. On parlait de distribution aussi. Tout à fait. Merci pour la question. C'est ça, pour la distribution, il y a clairement un problème, mais ça vient de la communauté. C'est à nous autres de s'organiser à un moment donné et de se doter des structures qu'on a besoin pour le faire. Il y a plein de communautés de Zinster dans le monde qui ont leur propre distro. Ça existe, c'est vraiment une pratique. C'est juste qu'à Montréal, il y a des allées, il y a des retours. Des fois, la scène d'usine est plus forte que d'autres, où il va vraiment avoir, Distroboto, ça revient là, tranquillement. C'est des machines distributrices qui sont placées un peu partout. Il y en a au Cheval Blanc, entre autres. Puis donc, c'est ça, c'est des distributrices automatiques. On met de l'argent dedans, puis on a un zine. C'est super cute, c'est super le fun. Puis les zines sont toujours dans le même format, puis c'est vraiment, ça va là-dedans. Puis justement, ils ont recommencé à le faire. Mais c'est quelque chose qui n'existait plus du tout depuis peut-être 10 ans. Je pensais que ça n'existait plus, tu me l'apprends. Là. Ça, Donc, c'est vraiment comme des machines distributrices. On met de la monnaie, puis on a un zine. C'est extraordinaire. Les anciennes machines à cigarettes dans les bars, exact. Qui maintenant donnent des fanzines. Puis, donc, c'est ça. C'est sûr que ce problème-là, pour les éditeurs, ça ne viendra jamais parce qu'il n'y a aucun éditeur qui va accepter de mettre sa réputation en jeu. Parce que le zine, il est quand même déterminé par le fait que c'est l'artiste qui contrôle tous les aspects du zine. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de place pour le contrôle éditorial. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'éditeurs qui seraient game de s'embarquer là-dedans. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est aussi que tous les sous reviennent à l'auteuresse aussi, là, non? Enfin, dans la majorité des cas, je ne sais pas si... Avec Rodrigol, on le fait. Rodrigol a fait des fanzines à moi puis m'a aidé comme à accompagner dans la production matérielle. Mais Rodrigol, c'est non subventionné, là, fait que c'est pas un nombre de publications par année. C'est à leur choix artistique, c'est à leur temps, à ce qu'ils sont capables d'investir aussi là-dedans. Et donc, d'habitude, Rodrigol n'est pas au salon. Là, on l'est grâce à l'espace zine ici avec N'était-ce pas l'été puis Coop Coup de Griffe. Mais je dirais qu'à un moment donné, c'est super qu'on soit réunis, puis c'est aux gens aussi de manifester leur intérêt pour ce genre de publication-là, puis ça va donner le goût à des éditeurs de suivre. Quand quelque chose fonctionne, pourquoi ne pas y aller? Donc, ça va suivre si ça continue à grandir comme ça dans l'intérêt. On le souhaite. Il va peut-être avoir un effet domino. D'autres questions? C'est vrai qu'on est nombreuses. Là. Allez-y. Ah, je pense ici ou non? Allez-y. Oui! Question pour Judith, j'en profite parce que nous sommes là et puis on travaille ensemble sur nos projets de zine et d'édition. Et puis c'est quelque chose qui nous est un peu venu dans la tête pendant qu'on était dans le processus d'édition du premier numéro de Bite Zine. Tu parlais beaucoup de comment nos communautés sont très en ligne et puis moi j'ai l'impression que ça vient peut-être affecter notre rapport à la langue. La langue, c'est français, anglais. Ah, c'est intéressant. Puisqu'on est très online, en tant que lectrice, en tant qu'éditrice, en tant qu'adelphe, comment est-ce que tu dirais que dans les communautés transfemmes, en écriture et même peut-être en lecture, notre approche diffère, que ce soit en français versus en anglais? Wow! T'es tough? Thanks.
Elle m'a envoyé une balle courbe, la calice. Non, mais j'adore la question de la langue. Mais parce que c'est clairement présent. Puis tu sais, genre, écoute, lis Claptrap, là, tu sais, c'est plein d'anglicismes. C'est un langage vraiment oral. J'utilise énormément le langage de la communauté qui est très, très influencé par l'anglais, forcément. Tu sais, donc c'est ça. Donc, mais je sais pas si c'est en ligne plus que la communauté est historiquement plus anglo. Parce que j'ai l'impression que d'un côté, il y a tellement peu de choses qui ont été produites en français à l'intention par des femmes trans pour les femmes trans en français qu'on a toujours eu accès à ça seulement par des milieux anglo, tu sais. Puis oui, en ligne, mettons Nevada, c'est un super bon exemple. Nevada a été out of print à partir de 2017. Il a circulé, là. Il a en masse circulé, quoique, peu importe ce que Gallimard en dit. Je suis fâché contre leur traduction. Puis, donc, c'est ça. Le livre a circulé pareil, parce que circulé en ligne, parce que nos communautés sont en ligne. Mais sur la langue, ah oui! Ah, ça, définitivement. Ah oui. Mais tu sais, tu fais juste regarder comment, dans les milieux anglophones, la forme littéraire dominante, c'est vraiment les short stories. C'est vraiment les nouvelles. Puis tu sais, je veux dire, les femmes trans, c'est pas compliqué, ils ont deux types d'écriture. Les nouvelles, puis les poèmes. Si tu réussis à avoir un roman d'une femme trans, c'est parce qu'elle a une hostie de bonne bourse. Parce que la réalité, c'est qu'on est précaire. Fait qu'est-ce qu'on écrit? On écrit des courts textes, puis on les écrit généralement pour des publications immédiates parce qu'on va avoir le chèque. D'où l'idée des short stories qui sont généralement publiées dans des périodiques. Puis donc, ça influence énormément la forme. Tandis qu'au Québec, si on regarde, c'est ça, donc en anglais, Casey Plett, Tori Peters, Imogen Bini a juste fait un roman, par contre. Mais oui, c'est ça. Même récemment, Émilie Jouve, même affaire. Ils ont tous publié des recueils de nouvelles, alors qu'au Québec, c'est tous des poètes. C'est tous des poètes. Xenia Gould, Pascal Bérubé. Il y a des romancières aussi. Oui, Gabrielle Bouliane-Tremblay a fait les deux. Puis il y a Chris Bergeron. Mais c'est clair qu'au niveau de la production, il y a quelque chose d'un petit peu décalé, comme tu sais, entre les deux sangs. Parce que d'un côté, je revois cette parole-là du côté anglophone très libérée, très. Puis c'est vraiment. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de tellement calme, de tellement satisfaisant dans une littérature qui ne s'adresse pas aux cis-gays. Mais ce que je trouve intéressant, alors que vas-y. Dans le contexte francophone, on sent beaucoup la présence du regard cis. On la sent énormément. Je lis Gabrielle Bouliane-Tremblay, j'ai pas de misère à croire que ça a été un gros succès de librairie. Ça confronte pas beaucoup le public cis. Donc, les gens sont rassurés dans leur vision des femmes trans. Les gens sont comme « Ah, oui, OK. » Genre, quand j'étais petite, j'étais comme ça, puis là, j'ai toujours su. C'est une trajectoire, puis une bonne petite fille de bonne famille, etc. Donc, il y a vraiment puis je sais pas, c'est pas pour critiquer Gabrielle. Gabrielle raconte son histoire comme elle veut, avec l'approche littéraire qu'elle souhaite avoir. Mais de l'autre côté, c'est quand même comme éditeur, comme public, etc., c'est cette littérature-là qui est mise de l'avant. C'est ce genre de récit-là qui va être mis de l'avant. Tu sais, je veux dire, comment ça qu'il y a autant de femmes trans straight dans l'espace public? C'est quoi ça? C'est genre 15% de la population des femmes trans. C'est clair que ça répond d'une vision historique des femmes trans comme des homosexuels refoulés, comme qu'on guérit, comme par une intervention chirurgicale, etc. Bon, là, je suis en train de devenir trop deep. Il y a une différence d'approche donc, entre les milieux francophones et les milieux anglophones. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai créé Agenda, en fait, c'est que je veux amener cette réflexion-là, cette approche littéraire-là américaine au Québec, parce que, honnêtement, je la vois pas. Cette parole libérée-là, je la vois pas, je la sens pas. Merci. Je trouvais la question de la langue intéressante parce qu'on disait qu'il y avait des pratiques artistiques, puis c'est un risque pour l'éditeur de publier certaines couleurs, certaines pratiques. Mais au niveau de la langue aussi, quand on suit un processus d'édition dans une grande maison d'édition, notre langue, elle est corrigée, elle est normalisée. Puis là, c'est la professeure de littérature qui parle. Là. Et peut-être, je trouvais, en tout cas, je ne sais pas si j'avais bien compris l'exemple, mais peut-être que le zine permet aussi une langue, une fluidité dans la langue, l'usage de certains anglicismes, l'usage de joie, l'usage de, je sais pas, peut-être qu'on a une liberté aussi plus grande dans le zine, je sais pas. Au niveau de la langue, est-ce que tu sentais ça, Julie? Ah oui, oui, probablement. Oui, il n'y a pas...
Moi, quand je reçois la correction de mes textes, je suis toujours, ça marche pas parce que c'est de la BD, tu vois. Mais non, je veux écrire comme je veux. C'est comme poétique aussi là. Mais en tout cas, fait que là, il y a juste, c'est toi qui choisis tes correcteurs, ta correctrice. Tu choisis si t'en as, si t'en as pas. J'ai probablement des fautes d'orthographe dans mes fanzines. C'est pas très grave. Parce qu'il faut savoir que plusieurs maisons d'édition qui sont ici retravaillent énormément la langue, hein, puis la syntaxe des auteurs, des autrices et tout. Puis effectivement, là, on a un véhicule pour pouvoir avoir une syntaxe éclatée, pour avoir... Marie-Paul? Moi, je viens de la scène, je viens de la parole performée, puis pour moi, ces publications-là sont vraiment dans la continuité d'une parole performée, d'une parole active, en fait, aussi. Donc, surtout avec que ce soit la mienne, mais aussi la parole des autres, on fait très peu de corrections. On va enlever une coquille, on va enlever une faute qui est vraiment visible parce qu'on se dit, la personne, c'est peut-être pas un choix. Donc, on veut qu'elle soit fière de son texte quand même quand elle le voit, mais sinon, on ne va pas modifier la syntaxe ou choisir des synonymes plus beaux, mettons, plus propres. C'est vraiment de porter une parole, en fait. C'est vraiment ça, le but de ça. Et d'ailleurs, on a un cabaret à 19h. Oh yeah! Et moi, j'en fais partie. On prendrait peut-être une dernière question parce qu'on a dépassé de beaucoup notre temps. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à demander avant qu'on laisse partir nos panélistes? Moi, je voulais peut-être juste souligner une dernière fois, parce qu'on parlait de la langue, et évidemment, ça permet aussi à plusieurs personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle, hein, d'avoir accès aussi. Il y a ça, il y a la barrière de la langue quand on arrive dans un nouveau pays, puis il faut trouver une maison d'édition dans une langue, que ce soit le français, l'anglais, qui n'est pas notre langue. Moi, je connais plusieurs personnes qui investissent le Zine aussi, mais parce qu'ils sont issus de communautés de l'immigration, etc. Donc, voilà, je voulais quand même le souligner à la fin. On applaudit encore les panélistes à la fin qui sont restés beaucoup plus longtemps que prévu, qui ont été d'une générosité exemplaire. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, Karine. votre générosité. Merci.